le catalogue coproduit par le Nouveau Musée National de Monaco et le CERALES, dans lequel Francisco expose actuellement dans ces deux établissements et dont la publication vient de paraître. Donc, quelques exemplaires nous sont parvenus exceptionnellement pour ce soir, donc vous pourrez les demander à la signature de l'artiste et d'un de ses auteurs. L'occasion pour nous ce soir, et pour vous d'en discuter, autour d'une visite de présentation de ce catalogue que vous avez la possibilité de projeter et de nous présenter ici ce soir. Alors, je ne vous présente pas Francisco Tropa, dont vous avez probablement déjà découvert l'exposition. Artiste portugais qu'on a eu le plaisir, merci. Merci. Avec plaisir. Cependant, je vous présente François Piron, qui a participé au catalogue, un des auteurs au catalogue. Vous êtes commissaire d'exposition, curateur senior au Palais de Tokyo. Vous êtes toujours éditeur, vous avez fondé la maison Paraguay Press, avec laquelle nous avons collaboré il y a quelques années avec le Nouveau Musée National de Monaco. Vous aviez aussi cofondé Castillo Corrales à Paris pendant plusieurs années, dont vous avez assuré la co-direction, ainsi que les laboratoires d'Aubervilliers, que vous avez également participé à fonder. Voilà, donc vous connaissez bien le travail de Francisco, c'est la raison pour laquelle évidemment on vous a proposé, et à l'invitation de Francisco également, de collaborer à cette publication. L'occasion pour nous ce soir de dévoiler cette amitié aussi qui vous lie depuis près de 20 ans, et de voyager dans l'œuvre de Francisco grâce à cette discussion ce soir avec vous. Merci beaucoup, n'hésitez pas au fur et à mesure de la soirée de cette discussion de poser des questions, et pas forcément d'attendre l'issue de cette présentation. Voilà, on est entre nous, là, il y a eu, donc n'hésitez pas à intervenir. Merci beaucoup et bonne discussion. Merci Benjamin. Merci. Oui, c'est pas une conférence, donc bien sûr, sentez-vous libre d'intervenir dans la conversation. C'est pas non plus une interview. On se connaît bien avec Francisco, ça fait longtemps, et c'est vrai que c'est une histoire d'amitié qui se retrouve au fil des projets. Donc l'idée, c'est d'avoir une conversation sur un peu générale sur des sujets qui nous relient, Francisco et moi. Et donc quand Benjamin m'a proposé cette soirée, il m'a demandé un titre, et en guise de titre, je lui ai donné 3 mots qui me semblaient être trois lignes de travail. C'est croyance, technique, hasard. Croyance, technique et hasard. Donc 3 mots qui ne sont pas vraiment des thèmes du travail de Francisco, mais je dirais un peu plutôt des lignes de fuite, des choses qui s'intersectent. En général, il faut 3 lignes pour fabriquer un objet en relief. Donc et c'est trois mots comme 3 mouches aussi. C'est un motif qui revient depuis un certain temps dans le travail de Francisco, ces 3 mouches. Donc on est là pour parler de ce très gros livre qui sort maintenant, mais 3 mouches, c'était aussi un beaucoup plus petit livre il y a quelques mois qu'on a fait ensemble à une autre échelle, qui était pour une exposition à Lisbonne. Donc ces 3 mouches-là, il faut les prendre comme 3 mouches en mouvement qui dessinent des constellations. Et donc ces 3 mots, c'est un peu les 3 mouches de la soirée. On ne va pas en parler de manière dans l'ordre, la croyance, la technique, le hasard, mais c'est des choses qui se mélangent dans l'œuvre de Francisco, qui est très diverse, très vaste aujourd'hui, presque 30 ans de travail. C'était probablement effectivement le moment d'un regard un peu rétrospectif. C'est pas le premier livre de Francisco, il y a beaucoup de livres de Francisco.
il a fait quasiment un livre pour chacune de ses expos, chacun de ses projets, mais c'était toujours des livres qui font partie du travail. Là, c'est la première fois qu'il y a un livre où presque tu sors un petit peu, tu fais un pas en arrière pour regarder rétrospectivement l'ensemble de la pratique, l'ensemble de ton travail, presque depuis le début. Et ce n'est pas un livre qui est exhaustif, mais c'est un livre qui est quand même très complet sur la cohésion d'un propos, d'un discours. J'essayais de chercher qu'est-ce qui faisait vraiment socle dans ton travail, qu'on pourrait résumer comme ça en une phrase. Je me disais que probablement pour toi, le socle commun, c'est l'art, c'est une production humaine. Et ça peut paraître une banalité, mais l'idée que c'est quelque chose que les humains font, et que ce postulat de départ, ça te permet de naviguer et d'être en conversation avec une histoire de l'art et un environnement vraiment très, très vaste, dont on pourrait dire que ça traverse l'histoire. Ça englobe même ce qu'on appelle la préhistoire, et que depuis les mains négatives posées sur les parois des grottes, les diverses conceptions, représentations du monde qu'il y a pu avoir au fil du temps, au fil de ce qu'on appelle la préhistoire, l'Antiquité, avant le monde moderne, différentes conceptions du monde qui se sont superposées, des terres plates à un certain moment, au bord desquelles on tombe dans le vide, des terres rondes, des terres cylindriques, des terres cubiques, des terres au centre de l'univers, des systèmes aussi de correspondance entre l'infiniment petit, l'infiniment grand, les relations entre les affects et les phénomènes physiques. J'ai l'impression que ça, c'est ce avec quoi dialogue ton travail, dans une cosmogonie des diverses représentations humaines ou des croyances, des systèmes de croyances, deviennent chez toi des amorces de récits, des stimulations formelles aussi, des motifs, des ressorts de fiction et au fond des univers potentiels. Pour finir cette petite intro, cette idée que ces représentations antiques du monde, bien sûr, elles se sont trompées, on n'en est plus là, mais néanmoins, elles proposent des formes de relations, notamment entre l'humain et son environnement, entre le petit, le grand, l'infime et l'astral, entre le vivant et le mort aussi, que d'une certaine manière on a perdu avec la disciplinarisation, la division du monde entre des disciplines, entre des champs que la modernité a séparés des choses. Or, bien sûr, croyance, technique et hasard, ce n'est pas des synonymes, mais dans ton travail, ce ne sont pas des concepts qui s'opposent. Ce sont des choses qui sont reliées. Le hasard, par exemple, c'est le jeu. C'est aussi le geste. C'est les dés qu'on jette et qui tombent, qui proposent finalement le hasard, c'est aussi la vie. Et pour le hasard, il y a aussi besoin de technologie. Il y a besoin d'objets, il y a besoin d'outils. Et il n'y a pas de hasard sans technique, il n'y a pas de hasard sans croyance aussi. Un petit mot finalement pour dire comment on s'est rencontrés aussi.
On s'est rencontrés il y a à peu près 15 ans maintenant, à un moment où moi je travaillais sur une exposition autour de Raymond Roussel, l'écrivain, qui était une exposition pour le Reina Sofia. On pourra reparler de ça tout à l'heure. Mais je voulais dire ce que j'avais entendu parler de toi avant de te rencontrer. Et je m'en souviens très bien. Tu étais précédé déjà d'une réputation. On m'avait dit il est très mystérieux, son travail est très hermétique, c'est un peu funèbre aussi. Et donc je m'attendais vraiment à tout, sauf finalement à Francisco, c'est-à-dire quelqu'un de très joyeux et de très finalement, je dirais pas transparent dans ta manière de travailler, mais finalement quand même pas du tout, alors certainement pas du tout funèbre et pas si mystérieux au fond, mais qui est quelqu'un qui littéralement est vraiment un artiste d'atelier, un artiste qui jubile dans l'atelier, qui a toujours un coup d'avance, qui est quelqu'un qui n'attend jamais une expo pour produire des œuvres, qui est toujours déjà ailleurs au moment où où une exposition se fait, où un livre sort, t'es déjà passé à autre chose. Et c'est ça ton système probablement de défense aussi, d'être un peu en avance sur la production. Et donc un travail très divers, on va y revenir, dans ses formes, mais aussi très cohérent dans son propos. S'il y a un mystère, c'est que les choses ne sont pas, sont pas données d'emblée. Il y a toujours un double fond dans ton travail. Et en tout cas, depuis qu'on se connaît, j'ai vraiment adoré rentrer dans le labyrinthe que tu t'es fabriqué, dont tu n'es ni vraiment l'architecte, ni non plus le minotaure. Tu n'es pas le prisonnier de ton labyrinthe, mais c'est un labyrinthe que tu t'es fabriqué toi-même, qui est une technique, justement, qui est un jeu de hasard aussi, à choix multiples. Et j'ai l'impression, en tout cas, que moi, je vois ton travail de cette manière-là, comme un labyrinthe dans lequel on a plaisir à se perdre aussi. Donc, c'est aussi un peu c'est aussi un peu le principe avec lequel tu as abordé, je crois, cette exposition ici, vouloir mêler entre différents projets, différentes temporalités, montrer que finalement, une œuvre, c'est pas des corpus indépendants les uns des autres, mais c'est des choses qui peuvent se rejouer en permanence et construire des nouveaux récits, s'imbriquer les uns dans les autres, un peu comme un puzzle. Est-ce que tu peux peut-être dire quelques mots de comment tu as abordé ce travail ici pour la Villa Paloma ? Oui. Et tu peux répondre aussi à tous les trucs que j'ai dit. Mais... Oui, donc... bon. Moi, j'ai découvert un peu... J'ai inventé ma façon de travailler. Je l'ai découvert, en fait. Et j'ai découvert petit à petit que j'aimais bien m'occuper d'un certain thème, d'une certaine proposition, pendant un certain temps. J'ai découvert que je me sentais confortable comme ça. Et donc, parfois, il y a ces projets qui durent un peu de temps, dans lesquels je plonge et je découvre des choses et je travaille. Il y a une chose que François a parlé qui m'est très chère, que j'ai appris un peu avec les personnes qui ont été dans mon parcours, qui est
c'est vrai, je donne beaucoup d'importance à ça. Je l'ai découvert aussi au fur et à mesure du travail. C'est le travail d'atelier. Il y a une certaine manualité que je trouve très importante. Les choses, je pense que pour moi, il y a ce travail les choses, elles sont faites à la main, parfois par plusieurs mains. Donc je ne travaille pas tout seul, mais je travaille tout seul à l'atelier. Et donc il y a une espèce de savoir-faire, oui, et de façon de faire qui j'aime beaucoup découvrir et que je mets en action. Et donc oui, il y a cette composante de pratique. Je trouve que la pratique, elle est vraiment importante pour la construction de l'objet artistique. Je pense que sans ça, il n'y a rien qui existe. Donc oui, il y a quelque chose qu'on construit et c'est sur cette chose qu'on projette et on construit quelque chose. Je m'excuse, des fois je me perds un peu, je vais à droite et à gauche, mais j'essaie de revenir à la question de François. Ta question était exactement quoi? Il n'y a pas de question. Il n'y a pas vraiment de question. Il n'y avait pas de question. Non, je t'ai dit, je ne te poserai pas de questions. Mais je te proposais par contre de donner tes intentions sur l'exposition ici et comment tu avais redécoupé finalement un certain nombre de tes corpus, de tes projets qui ont leur autonomie, qui existent en tant que tels, et comment là tu les as réagencés, comment finalement ils peuvent toujours être réagencés. Oui, ça me plaît beaucoup. C'est là où je veux. Oui, ça me plaît beaucoup de faire cet exercice. Je le fais parfois même moi-même, sans aucune intention. J'ai toujours trouvé, aussi à cause des artistes que j'aime, moi je suis très organisé. Et donc quand je construis les projets, j'organise, je déploie, je fais des relations, et tout ça de façon dans la pratique, mais aussi je projette aussi beaucoup de choses. Et après, ça me plaît beaucoup de détruire ce travail. Des fois, je le fais avant ou après. Et donc, je trouve qu'il y a quand même une partie importante qui est ça me sert à quoi? Ça me sert d'abord parce que les projets, des fois, sont complexes. C'est des textes sur textes, c'est des compositions complexes avec des couches, avec une espèce d'architecture. Et donc, comment est-ce que je peux savoir qui les parties sont autonomes et tiennent le coup? Donc, je les détruis pour voir si les parties tiennent le coup. Et donc, c'est un exercice que je fais normalement, naturellement, en guise de test, mais aussi pour autonomiser toutes les parties. Donc, quand je construis un projet long, avec beaucoup de parties, quand j'arrive à la fin, je casse tout, je déploie tout et je vois s'il y a des choses qui ne tiennent pas le coup, elles sortent, elles disparaissent. Et donc c'est comme ça que je construis, que je travaille. Et donc c'est un exercice qui me plaît aussi, de détruire. Et parfois, comme François le dit, cette exposition, c'est un bon exemple, un bel exemple, j'espère, c'est que ça me permet aussi de tout mélanger. Et donc, les projets ne sont pas des choses, c'est seulement moi, j'aime beaucoup les considérer comme des situations d'un moment. Et après, tu peux être cassé, tu peux être reconfiguré. Ça me plaît beaucoup qu'après, il y a une explosion et tout est mis en petites pièces et ça va à droite et à gauche. Et la question est, est-ce que ça tient le coup? J'espère que oui. Et donc ça me plaît. Il y a beaucoup d'artistes que j'admire qui ont fait ça, qui ont même construit. C'est aussi l'idée de fragments qui me plaît. Donc c'est aussi une figure de l'histoire. L'idée, quelle est la façon, comment une partie qui appartient à un ensemble peut être autonome? Comment est-ce que le texte que cette partie elle porte avec elle va vivre tout seul sans
le texte du reste. Et aussi, c'est un exercice qui m'intéresse beaucoup dans la puissance d'un objet artistique. Et donc, comment, en vivant avec l'ensemble, soi-disant, s'il y a un ensemble prévu, il parle, et comment il parle tout seul. Et donc, c'est deux discours différents. Et à moi, ça me plaît beaucoup de travailler ces différents niveaux de discours. Et je teste dans mon travail toutes ces possibilités. Donc, c'est pour ça que ça me plaît beaucoup de les casser, de les désintégrer d'un discours. Par exemple, parfois, normalement, je grille le discours qui englobe tout vraiment à la fin. Et donc d'abord, il y a le discours de chacun qui en fait, normalement, les projets sont fragmentés. Et c'est seulement après que je grille une ligne qui les... Okay. Ça peut être beaucoup de nature. Dans le cas des trésors submergés, c'est une fiction. Dans le cas de l'énigme d'Eriem, c'est une musique, une métrique musicale. Et donc après, je invente à la fin. Normalement, c'est à la fin. C'est plus intéressant que ce soit à la fin, parce que ça me permet d'autonomiser de façon plus effective les objets artistiques individuels de façon plus solide. Et donc, ça sert à ça. Je ne sais pas si j'ai répondu bien. Oui, je pense que c'est pas mal. Ouais. Je pense qu'on voit là comment aussi la question d'un récit, c'est une forme de technique, justement, pour toi, qui vient unifier des choses qu'on pourrait, au premier abord, on pourrait considérer comme justement très fragmentaires, très disparates, très hétéroclites, et qu'il y a quelque chose qui vient, à un moment, créer la croyance qu'elles sont unitaires, qu'elles font partie du même monde. Oui. Et du coup, c'est quelque chose quand même qui a quelque chose de littéraire là, et qui est aussi quelque chose qui nous a réunis en premier lieu, puisqu'on s'est, je parlais tout à l'heure de Roussel, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés autour d'une exposition que je préparais sur Raymond Roussel. C'était une commande du Reina Sofia à Madrid. J'avais quelques connaissances sur cet écrivain. Je ne sais pas s'il faut dire quelque chose de mots de qui est Raymond Roussel. J'essaye très vite. Raymond Roussel, c'est un écrivain qui est à cheval entre le 19e et le 20e siècle. C'est quelqu'un qui a cru qu'il écrivait une littérature populaire, alors que clairement, ce n'était pas exactement ce qu'il était en train de faire, et qui a été lu essentiellement par les avant-gardes, les dadaïstes, les surréalistes, ont lu ça, ils ont trouvé là quelque chose de très intéressant, mais ils n'étaient pas exactement le public que Raymond Roussel attendait. Il n'était pas non plus socialement, et ce n'était pas exactement le même milieu non plus. Et c'est quelqu'un qui a révélé, après donc avoir écrit quelques pièces de théâtre, un certain nombre de romans, etc., il a révélé de manière posthume qu'il avait écrit tous ses livres à partir de jeux de langage, des sortes de calembours ou de phrases qui se ressemblent, homophoniques, et qui lui donnaient des images un peu toutes faites, à partir desquelles il créait des récits. Donc la commande du Reina Sofia, c'était de montrer comment Roussel avait pu être une sorte de point de Big Bang pour une certaine modernité au XXe siècle, à partir justement des surréalistes d'une part, et puis aussi de Marcel Duchamp qui s'est revendiqué de Roussel, deux branches finalement assez différentes. Les surréalistes, disons plutôt la branche du rêve et de l'inconscient,
et puis Duchamp, une branche un peu plus technique, quelque chose qui a à voir aussi avec l'écart entre le langage et l'image, et fabriquer des images à partir du langage, fabriquer du langage à partir d'images. Bon, moi j'ai pris ça très à cœur, évidemment, ce projet, ça m'a pris beaucoup de temps aussi, de faire beaucoup de recherches sur cette histoire, et je pense que je me suis à un moment complètement investi dans ce projet en voulant un peu rendre justice à Roussel, qui est un auteur qui s'est fait beaucoup commenter, et notamment par des auteurs du structuralisme dans les années 60, Michel Foucault, Roland Barthes, des gens comme ça, qui ont beaucoup fait de Roussel une sorte de machine à écrire un peu automatique, qui fabriquait donc, puisqu'il l'avait dit, ses livres à partir d'une technique, une technologie du langage, chercher des homophonies, et puis ça crée, on va dire, des images toutes faites. Mais franchement, ça n'explique pas vraiment grand-chose des livres de Roussel quand on les lit, cette technologie. Et je voulais notamment donc défaire un peu l'idée que Roussel aurait fait tout ça parce que finalement on n'était plus dans un régime d'imagination, on serait que dans un régime finalement technique d'écriture. Et moi j'étais convaincu, et je le suis toujours, et je voulais essayer de le prouver avec cette exposition, que au contraire, c'est pas parce qu'il n'avait pas d'imagination qu'il a imaginé cette technologie, c'est parce qu'il en avait trop. Et que c'est ce débordement d'imagination qui doit être contrôlé à un moment par une technologie pour pouvoir rejoindre les deux bouts. Parce que sinon, ça part en fragments, ça ne s'arrête plus. Et que l'imagination, elle est infinie, elle déborde, et que on peut prouver d'ailleurs en regardant les manuscrits de Roussel que oui, il avait surtout du mal à finir, quoi. Donc il a inventé ces technologies pour arriver à finir, pour arriver à contenir en fait, pour arriver à faire tenir les choses ensemble. Et pour moi, c'est très proche justement de certains processus artistiques, et notamment du tien, je crois. Et c'est pour ça que ça a été... La rencontre avec toi a été très importante, parce que je me méfiais beaucoup des artistes qui citent des gens, voilà, l'exercice un peu culturel, citationnel, etc. Et quand on s'est rencontrés, j'ai aussi compris que toi, tu as lu Roussel, mais tu as compris quelque chose d'une méthodologie, et que tu es moins intéressé à citer Roussel. Ce n'est pas tellement l'idée de la citation qui t'intéresse, mais plutôt... il y a quelque chose que tu as saisi d'une méthode de travail qui justement consiste à essayer de faire tenir ensemble le disparate par des technologies et par des formes de récit. Et c'est pas étonnant que, et d'ailleurs on le voit là à cette image, et peut-être ça nécessite un petit commentaire finalement quand même de ce que les gens ont sous les yeux depuis maintenant un petit quart d'heure, qu'il y a aussi, tu viens aussi un peu de la performance. C'est pas que, enfin, tu viens pas de la performance, c'est n'importe quoi ça, mais tu as incorporé très tôt la performance dans ton travail, donc aussi à l'intérieur de l'objet, du système d'objets, aussi quelque chose qui est plus de l'ordre du geste, de l'ordre aussi de l'aléatoire, de l'humain justement, dans son interaction avec des objets, donc quelque chose qui se situe entre le mécanique et l'aléa, voilà, ce qui est ouais, au sens propre performatif, c'est-à-dire quelque chose qu'on jette et c'est tout le temps différent, quoi. Oui, permets-moi de retourner un petit peu en arrière.
je vais vous parler du titre des trois mouches, parce que je pense que ça ne va pas répondre, mais peut-être ça se rapproche. C'est en fait une mémoire d'enfance. C'est pour ça que ce titre, c'est Trois mouches, elles reviennent. J'avais une des mémoires que j'ai les plus anciennes, c'était dans la maison de mes parents. Il y avait la salle c'était une maison ancienne, et ma mère avait l'habitude dans l'été ouvrir les grandes fenêtres de cette salle, et c'est une salle assez fraîche. Et je passais des heures et des heures dans cette salle à lire bande dessinée, etc. Et il y avait toujours dans l'été 3 ou 4 mouches les mouches, vous savez, choisissent sous les endroits frais dans l'été, et elles restent dans le centre des pièces, et ils se volent. Et je passais des heures à regarder les mouches. Et j'ai trouvé, et c'est très beau, et j'étais là, elles étaient là, la salle était toute blanche, et je passais des heures à regarder. Et, à quelques années, j'ai eu ce souvenir, qui était perdu pendant beaucoup de temps, et je n'y pensais pas. C'est un merveilleux dessin, et donc un dessin qui finit jamais. Et donc ces 3 points dans l'air qui bougent tout le temps et qui font des trajectoires. Après, il y a des changements de vitesse, un trait qui est plus marqué, etc., etc. Et à cette époque-là, je travaillais beaucoup, je faisais du tir à l'arc, et je travaillais beaucoup sur le dessin. Et j'ai fait une analogie, parce que j'avais un professeur de dessin qui était superbe, Juan, qui est celui qui a peint les encausticos dans la pièce ici en haut. Et il parlait beaucoup, c'est un dessinateur vraiment superbe. Et il parlait beaucoup de la façon comment on prend le crayon, le poids il parlait, il ne faut pas vous dessiner tous comme vous écrivez. C'est pas, le dessin, ce n'est pas l'écriture. Il faut lever le bras, il ne faut pas que le bois touche, etc., etc. Et la façon comment le trait se changeait avec le poids, etc., etc. Bon. Donc il y a, j'oublie toujours. C'est un tir à l'arc, dessin. Exact. Il y a je trouve que le dessin c'est vraiment très très présent. Il y a une espèce de structure. Le dessin est présent en tout. C'est pour ça que je continue à tout dessiner. Mais c'est pas que le dessin qu'on pratique et qui fait partie du travail manuel. C'est aussi un dessin qui survole, qui n'a pas vraiment de présence physique et qui donne des liens, qui lie les choses et qui défait, un peu comme les vols des mouches qu'on n'arrive pas à attraper. Donc, la partie performative, elle était toujours un peu présente, et elle vient du dessin, elle vient de cette pratique, de ces choses que j'ai découvertes qui sont un peu difficiles de capter et de fixer. Et donc je me suis dit qu'il y a des choses que je n'arrive pas à capter. Et donc je me suis commencé... Moi, j'aime pas le mot performance, mais j'aime beaucoup plus le mot théâtre. Et en fait, c'est le théâtre qui m'intéresse, même si je ne pratique pas et je connais très peu du théâtre. Mais je préfère ce mot-là. Et donc j'ai commencé parfois à créer des petits théâtres qui sont intégrés aux sculptures, on va dire. Je préfère aussi le mot sculpture qu'un autre mot. Les personnes ont commencé à m'appeler sculpteur et donc j'accepte. C'est pas mal. Mais en fait, en réalité, j'ai toujours étudié le dessin. Et en fait, c'est ça
Et en fait, ça me plaît beaucoup, cette indéfinition de discipline. Je trouve que ça me donne quand même un peu de liberté pour pouvoir toucher des choses qui sont un peu à droite et à gauche, sans me préoccuper beaucoup. Je pense que c'est plus sain de pas me... Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans le travail, et donc parfois je les mélange. Et dans ces pièces performatives, j'essaye de... Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est il y a une espèce de anti-cristallisation des objets, une espèce de force qui ne laisse pas que la chose s'arrête. Et ça me plaît aussi beaucoup, cette volonté, cette force qui ne laisse pas arrêter un peu. C'est quand même une autre façon de fragmenter, comme on parlait tout à l'heure. C'est aussi une façon de ne pas laisser la chose se fixer. Et donc, je pense que dans tout mon travail, il y a peut-être cette volonté qui survole, c'est que j'espère que ça sera toujours difficile d'arriver à une certaine conclusion. Et tout mon travail, c'est quand même laisser d'une autre façon, donner du travail aux autres, en fait. C'est ce que tu parlais de ça tout à l'heure, au debout. Je pense pour voir l'objet artistique, il faut travailler. Et donc, je veux qu'il y a quand même du travail qui s'exerce quand on regarde quelque chose. Et donc, ce qu'il y en a en face de nous, c'est seulement le debout de quelque chose. Et ce n'est pas la fin, c'est seulement le debout. Et c'est pour ça que je mélange toutes ces choses, pour arriver à présenter quand même quelque chose à l'autre, qui est le debout de quelque chose. Et je ne sais pas si j'ai... Ça m'intéresse ce que tu disais sur le pas performance mais théâtre. Et donc du coup je précise que quand je parle de performance, je ne parle pas forcément de l'histoire de la performance telle qu'elle existe dans l'histoire de l'art comme ça, mais que pour moi peut-être c'est pas les mots les plus justes, mais je vois très bien le théâtre dans ton travail. Par exemple, dans le fait qu'il y a du trompe-l'œil, où il y a de l'illusion, il y a des fruits qui ne sont pas des fruits, il y a des murs qui ne sont pas des murs, il y a des choses qui tiennent sur des... Voilà, il y a un devant, il y a un derrière qui n'est pas pareil. Ça pour moi, ça c'est le théâtre. La performance, c'est plutôt, par exemple, couler du bronze et pas du tout arrêter, pas du tout retailler les choses, mais laisser le bronze prendre la place qu'il prend et déborder du cadre et ne pas recadrer sur un objet. Ça pour moi, ça c'est la performance, parce que ça c'est du geste et aussi une sorte de perte de contrôle, quelque chose qu'on fait comme ça et c'est comme ça. Et c'est peut-être le dessin en fait qui est comme ça, donc pour moi ça c'est le performatif dans le travail. Il y a encore deux sujets que je voulais aborder qui me semblent un peu importants, mais peut-être on change d'image, non? Oui. Parce que je pense que j'en sais des tiens, mais en fait il n'y a qu'une seule page. Oui, bon, vous pouvez vous expliquer. Ça, c'est une image de l'exposition qui est maintenant présente au musée de Serralves à Porto. C'est une image d'un projet que j'ai fait maintenant, mais qui est projet déjà de 2000... je ne me souviens pas, mais de 2005, je pense, donc il y a 20 ans. C'est un projet qui s'appelle l'Assemblée d'Euclide, où c'est un projet polarisé, il y a un côté féminin, masculin, il y a un cycliste
photographe et une Vénus qui est là. Et donc, je vais peut-être, ça c'est le train-mouche, c'est la couverture, et on va, ça c'est l'image d'ici. Ça c'est des images. On va. Ça, par exemple. On peut s'arrêter là. Oui. Ok. Donc ça c'est ce qu'il y a quelques étages au-dessus de nous. Oui. Mais je voulais que tu dises quelque chose sur la question de la projection, parce que beaucoup de tes œuvres fonctionnent par projection. C'est d'ailleurs un mot que tu as utilisé tout à l'heure aussi pour dire comment littéralement tu projettes aussi un récit, un discours sur un ensemble de productions. Donc cette idée de projection, c'est littéralement, donc il y a ce type d'œuvre, les lanternes, que tu développes déjà depuis longtemps. On s'est rencontrés sur une pièce qui était une version très antérieure de celle-ci. La projection, on l'associe généralement à des films, mais à l'idée de quelque chose qui est retransmis. Mais là, ce sont des projections qui ne retransmettent pas, ce sont des projections qui littéralement transfigurent des phénomènes qui sont en train d'arriver, avec de l'eau, là c'est le cas, c'est la formation d'une goutte d'eau, et la formation de cette goutte d'eau donc microscopique, elle a lieu entre la lentille et la lampe de cette lanterne, et ce qu'on voit, c'est ce qui est en train de se faire, et on le voit à l'envers, parce que c'est une lentille, et on le voit aussi justement projeté, transfiguré. Et pour moi, il y a vraiment cette question de la transfiguration, c'est justement ça le système de croyance. Ce qu'on projette, c'est vraiment littéralement c'est quelque chose qui séduit, c'est quelque chose qui impressionne, c'est quelque chose qui peut faire peur ou peut faire rire, en tout cas qui provoque quelque chose par une technologie. On ne sait plus ce qu'on voit, littéralement. C'est-à-dire que quand on est face à l'image, il y a un moment où on dissocie. Même si on sait que c'est une goutte d'eau, néanmoins, on voit autre chose. On se projette dans autre chose. Et ces lanternes sont aussi des horloges, d'une certaine manière. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'important dans le travail de Francisco, c'est-à-dire la question de l'espace et du temps en même temps. C'est une sorte de redistribution justement des fonctions aussi de l'art, de la sculpture. Beaucoup de tes œuvres, elles ont un développement dans le temps. Donc et littéralement, celle-ci, c'est un peu comme des horloges. Elles utilisent d'ailleurs ce que certaines horloges à différentes périodes de l'histoire ont utilisé, l'eau, le sable. C'est des sortes de sabliers ou de clepsydres. Et elles marquent le temps, elles inscrivent le temps aussi dans l'exposition. Celle-ci, là, on voit pas le bas de la sculpture, mais c'est intéressant parce maintenant elle a une plaque, un sol, de base, qui a une base, qui est comme une sorte de terrain, et l'eau tombe sur ce terrain. La goutte d'eau, elle chute de la lanterne vers ce terrain et elle reste dans une petite cavité, fait une petite flaque, et elle marque aussi, elle va finir par transformer aussi cette base, quoi. Donc il y a quelque chose qui vraiment s'inscrit dans le temps et qui va être marqué par le temps.
Mais je voulais que peut-être que tu dises quand même quelques mots, toi, de ces objets, de comment ils sont venus, parce que ça, voilà, ils ont traversé vraiment ton travail depuis. Oui, depuis 20 très ans. longtemps que je travaille. De temps en temps, je fais des périodes et j'ai pas fait beaucoup. C'est venu de temps en temps. La typologie, elles ont changé beaucoup de visages, mais le thème c'est toujours le même. Et l'objet de la projection, j'ai pas trop varié. Je voulais pas, j'ai toujours pas voulu faire une espèce de panoplie d'images qui vont enchanter l'œil. C'était jamais ça mon intention. D'abord, ce qui m'a vraiment frappé au debout, parce que j'étais en train de faire des petites expériences, c'était essayer de donner à voir quelque chose qui j'ai senti. Le debout, c'était ça. Je vais vous raconter, et c'était vraiment ça qui m'a fait un clic. J'avais acheté un projecteur 16 mm à un vieux monsieur absolument incroyable qui habitait dans un village au nord de Portugal. Et c'était pas exactement le debout, mais ça a venu faire un clic. Et ce monsieur, il m'a vendu son projecteur. Il avait plusieurs, mais il a dit, j'ai senti que c'était un projectionniste, un peu comme le cinéma Paradis, un projectionniste qui allait de village en village, de petit village, à projeter des films. Et il m'a passé, il m'a dit, j'ai senti qu'il était vieux, et il m'a passé, il m'a dit, je l'ai tout réparé, j'ai tout nettoyé, et je vous donne aussi les films, ça c'est les films de test que j'ai toujours utilisés pour passer, et je vous donne aussi 2 ou 3 films de plus que j'avais, des petits morceaux, des films très comme ça. Un, c'était un Charlie Chaplin, très coupé, vraiment un Charlie Chaplin, un cadavre exquis d'un Charlie Chaplin, des petits morceaux tout collés, hyper beaux. Et l'autre, c'était des dessins animés, aussi composés par lui, de plusieurs proveniences, une beauté. Des années, des petites coupures, des trucs comme ça. Et avec les Charlie Chaplin et l'autre, un jour, c'était l'anniversaire de ma fille, elle avait 4 ou 5 ans à l'époque, et j'ai fait une petite fête dans mon atelier pour les petits. Et j'ai eu l'idée, je vais aller projeter ce film en 16 mm des dessins animés, des Charlie Chaplin. Et je projette, c'était comme ça, toujours des coupures comme ça. Et je les laisse avoir. Et après un moment, tout le monde regardait le projecteur. C'était tout le monde à regarder le projecteur. Ils étaient tout autour du projecteur. Et là, j'ai compris, c'est super. C'est en fait... j'étais déjà travaillé les projections, mais j'avais pas travaillé beaucoup le projecteur. Et j'ai compris qu'en fait, il y avait quelque chose qui est de l'ordre de l'objet, mais aussi de l'ordre de comment est-ce que l'image est produite, qui est vraiment très importante et qui va chercher quelque chose qu'aujourd'hui on a presque oublié, qui est la magie de l'image. La magie de l'apparition de l'image, comment est-ce que l'image elle est faite. Et cette chose très simple, en fait, c'est hyper simple. J'étais là en face de moi, l'optique, c'est vraiment, ça c'est le b.a.-ba de l'optique. Et c'est vrai là, en face de nous, très facile d'utiliser. Mais personne ne l'utilise, parce qu'on a tellement de technologies qu'on a oublié le debout de la technologie. Et en fait, c'est ça que j'ai vraiment très vite compris. J'ai toujours été intéressé par le debout des choses, parce que j'ai compris que la bonne information, et pour un artiste, je pense que s'il y a des artistes ici, on sait très bien que la bonne information, c'est au debout, c'est pas au milieu ni à la fin, elle est déjà remplie de bruit. Et donc il faut aller, on a l'information la bonne. Et donc c'est pour ça que je suis allé, d'accord, je vais étudier les lanternes magiques, le debout, les fantasmagories, etc., les choses qu'on connaît très bien, surtout ici. Et j'ai compris que, en fait, la chose qui m'intéressait, c'était donner à voir, essayer de fabriquer quelque chose que, comme objet, c'était pas qu'un projecteur, qu'il y avait quand même
quelque chose de travail qu'on pourrait construire au niveau de l'objet qui produit l'image. Et en fait, c'est ça qui m'intéressait, c'était comment est-ce qu'on peut fabriquer quelque chose qui produit une image. On regarde l'image, mais on revient au projecteur, on revient à l'objet qu'il produit. Ce n'est pas une entité qui est là seulement pour fabriquer l'image, il y a quelque chose, il y a quand même un degré bien rempli d'informations que le projecteur il porte avec lui. Et donc en fait c'est ça mon travail, parce que l'image je ne l'ai pas changé beaucoup. J'ai découvert 3 ou 4 images au debout, c'était vraiment dans les premiers moments, et j'ai resté avec ces images. Et ces images, c'était, comme François a dit, c'était les images qui m'intéressaient, parce que j'ai compris, je ne voulais pas faire des illusions pour les yeux, c'est facile. Je voulais rester avec ça, c'était déjà suffisamment fort, et surtout, en fait, c'était 3 images. C'était une goutte, un sablier et l'horloge mécanique. Donc les 3 mesures de temps, en fait, les 3 mesures qui ont changé le monde, parce qu'ils nous ont changé la mesure de temps. Et donc j'ai resté avec ça, avec plusieurs variations, mais sont les mêmes. Les figures sont les mêmes. Et une chose très importante, c'est que, comme François aussi a dit, il n'y a pas de médiation. On vit dans un monde qui a toujours une entité qui fait la médiation entre nous et l'image. Et là, on a, soi-disant, l'objet qui produit son propre image. Et donc, il n'y a pas une figure qui fait la médiation, il y a seulement une mécanique qui permet que l'image apparaisse. Et ça change tout, parce que ça nous permet de revenir à l'objet, et l'objet, il fait partie de l'image. Et ça, je pense que c'est vraiment le grand changement. Pour moi, la partie vraiment la plus intéressante des lanternes et de ce qui se passe dans ce système, c'est un système, c'est une mécanique. On le voit très bien dans cette image. C'est une mécanique, c'est tac, 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 et après on revient, tac, 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 tac. Et c'est une mécanique qu'on peut remplir après avec du texte. Et c'est ça que je trouve intéressant. Je ne sais pas si oui, je crois. Je crois que c'est clair. Voilà. Et il y a quelque chose de très magique, je n'ai pas d'autre mot, à voir quelque chose qui est assez rapidement très prévisible. On comprend que c'est une goutte d'eau qui se forme, puis qui va tomber, et par la lentille de cette goutte d'eau, elle précipite vers le haut, comme ça. Et donc on sait très bien ce qui va arriver, et en même temps, on est absolument fasciné par la répétition et par l'infinie variation de cette goutte d'eau, et le côté vraiment phénoménal et performatif, encore une fois, de cette chose en train d'arriver, et qui est complètement différent de la relation justement à une image médiée, quoi. Mm-hmm. Là, on est devant un phénomène, et c'est comme regarder les vagues de la mer. Voilà, c'est quelque chose qui est le vrai temps phénoménal. Oui, c'est ça qui m'a plu beaucoup, aussi parce que l'insignificance du sujet, c'est qu'une goutte d'eau. Et ça m'a beaucoup plu, parce que c'est vraiment rien de tout. C'est un rien, on ne peut pas donner de valeur. Et c'est vraiment comment une chose tellement insignifiante peut fabriquer une image de ce genre-là. Et c'est ça aussi qui me plaît beaucoup, du sable qui tombe. Donc il n'y a pas vraiment... c'est presque à disparaître, c'est très fragile. C'est ça aussi qui me plaît. C'est pour ça aussi que je n'ai pas trop cherché à aller faire... d'autres choses, ça me suffit, en fait, ça me suffit. C'est un peu comme le travail de bronze, que j'ai resté aussi sur un lexique assez réduit, parce que ça me suffit, c'est pas exactement le travail formel de la recherche des formes qui m'intéresse, c'est plutôt la puissance du sujet qui m'intéresse.
Et donc, pour changer un petit peu de sujet, un autre aspect que je voulais aborder, c'est que donc cette œuvre-là, qui est autonome, elle existe dans une version légèrement différente, comme partie aussi d'un travail, lui, plus collectif, que tu as réalisé, et qui était l'objet justement de la petite version des Trois Mouches. Les Trois Mouches, c'était donc aussi le titre de ce travail collectif, et ça me permet d'aborder un peu la question de l'amitié, parce que c'est là-dessus que j'avais écrit dans ce petit catalogue qui accompagnait cette pièce, voilà, qui est la pièce qui nous a aussi reliés, parce qu'elle a été faite une première fois en 2012, donc 2011-2012, pour ce projet autour de Roussel. Une première fois, c'était une performance, justement. C'était une sorte de théâtre. C'était éphémère. Puis après, on a, dans une autre exposition, parce que les expositions sur Roussel se sont tout à coup multipliées, il n'y en a pas eu une, mais il y en a eu, je crois, 5 ou 6. Après, j'en ai encore fait d'autres. Et donc, on a transformé cette pièce éphémère en une installation. Puis après, elle est partie un petit peu au placard. Et puis après, elle a été recréée donc l'année dernière. Et ce que je trouve beau et intéressant, c'est que c'est une pièce d'amitié, et c'est une pièce qui est aussi une pièce un peu de généalogie pour toi, parce qu'il y a parmi les 4 artistes, il y a des gens que tu connais depuis tes études, avec qui tu as fait tes études d'art, et il y a aussi un artiste plus âgé qui a été votre enseignant. Et tout ce petit monde-là, c'est le monde que j'ai rencontré tout d'une pièce à un moment à Lisbonne, quand vous aviez tous finalement partagé le même atelier, qui était une maison, une ancienne banque sur l'avenue Liberdade à Lisbonne, qui est le moment où on s'est rencontrés, et le moment où j'ai aussi rencontré un peu une scène à cette époque-là de Lisbonne, et vu quelque chose qui m'a semblé manquer beaucoup dans le milieu où moi j'étais à Paris, qui était une relation justement entre les générations, une relation de transmission, d'amitié, de circulation assez fluide entre des artistes de différentes générations qui se côtoient, s'inspirent les uns des autres, se soutiennent aussi les uns les autres. Et peut-être ce serait bien que tu dises quelques mots de Pedro Moraes, qui était donc cet artiste avec lequel tu as fait les Trois Mouches, qui était votre professeur, et qui, d'une certaine manière, était beaucoup plus invisible que vous, et à qui vous avez donné finalement une visibilité. Enfin, c'est une chose qui s'inverse. Oui. C'est pas lui qui vous a donné une visibilité, c'est vous qui lui avez donné une visibilité. Oui. Pedro, bon, il était notre professeur, moi et un groupe d'amis. Il a toujours travaillé, mais d'une façon très cachée. Et pourquoi on a fait cette pièce? Parce que c'est Pedro, en fait, je ne connaissais pas Raymond Roussel, pas du tout. À l'époque, je ne lisais même pas le français, donc comment est-ce que je pouvais... Mais en fait, c'était Pedro qui connaissait Raymond Roussel, c'était Pedro qui connaissait, et quand je fréquentais un atelier où Pedro était un peu le menteur dans l'école, et Pedro, il avait l'habitude de temps en temps, il nous envoyait des missives on ne comprenait rien, mais rien de rien. On était là tous. Je me souviens d'aller au café avec les autres, tous, et mais qu'est-ce que ça veut dire ce truc? On ne comprend rien, on n'a jamais compris. Et j'ai encore quelques-unes que j'ai perdues. Et
Et c'est très drôle, c'est vraiment, c'était aussi un enseignement, parce qu'après j'ai devenu aussi professeur, et j'ai compris aussi, c'était très drôle, parce qu'en fait, on ne comprend pas, mais ça reste. Et j'ai jamais oublié certaines choses, même sans comprendre rien de ce qui était écrit. Et petit à petit, je me suis intéressé, et ah mais ça c'est Raymond Roussel, il y a des petits trucs. Et je me suis intéressé, je suis allé lire, j'ai appris le français. Et il n'était pas traduit, on a eu une traduction, la première traduction pour portugais, c'était une traduction magnifique de Luísa Neto Jorge, une poétesse qui habitait à Paris et qui a fait une première traduction des Nouvelles Impressions d'Afrique, qui est quand même un livre presque impossible de traduire pour des autres langues. Et elle a fait la traduction, c'est magnifique, elle est aujourd'hui épuisée. Et je l'ai acheté, j'ai rien compris non plus. Et donc, pour dire que l'objet d'art, elle a cette qualité, je crois, c'est le debout, c'est ce que je dis, je le crois vraiment. C'est le debout de quelque chose, et après ça reste avec nous, et petit à petit, on va vivre avec. Et avec Roussel, c'était ça qui s'est passé, et c'était Pedro qui nous a donné les petites semences, qui à l'époque on n'a pas compris, parce qu'on était des jeunes, on avait 18 ans. Comment est-ce que quelqu'un avec 18 ans comprend Roussel? Mais personne. Et donc, mais ça a resté. Et après, quand j'ai compris aussi, parce que j'aime beaucoup aussi Marcel Duchamp, bien sûr, mais j'ai compris aussi que c'était Roussel, en fait, l'invention, pour moi, de Champion, c'est une invention rousselienne. C'est Roussel qui est vraiment la base. Pour moi, c'est Roussel qui est intéressant. J'aime beaucoup Duchamp, mais l'invention, elle est vraiment sur l'écriture de Roussel, et donc ça m'a commencé à intéresser. Je ne suis pas du tout un expert, j'ai des livres que j'ai encore une énorme difficulté, mais et voilà, pour venir à Pedro. Donc, moi j'étais dans cette exposition Roussel, et après j'étais invité par Christine au Musée de Seraos pour faire quelque chose lié aux arts performatifs, qui est une chose qui m'a toujours intéressé, même si je suis un peu en dehors, mais je ne connais pas très bien, pas du tout, mais ça m'a toujours intéressé. Et donc j'ai décidé, mais Pedro, il devrait être là, parce que c'est lui qui nous a montré ces choses, et donc on a décidé, c'est pour ça que cette pièce qui s'appelle Trois mouches, après on n'avait pas de titre, c'est pour ça qu'elle s'appelle Trois mouches. On a cassé la tête et on ne trouvait pas de titre, parce que Pedro, c'était très drôle, parce qu'on était une bande de copains, et Pedro, dans cette pièce, il a donné que les titres. Il n'a rien fait de pratique, c'était fait par moi, André. Georges n'était pas là. Georges, elle a envoyé les dessins par la poste parce qu'il était à Berlin, et donc on a fait, moi et André, surtout moi et André, dans l'atelier, les trucs et comme ça. Pedro, il a donné les titres des choses, mais on n'avait pas un titre général jusqu'aux dernières minutes. Et moi, je me suis souvenu, j'ai une pièce qui est complètement dans l'air, qui n'a pas de substance physique, qui s'appelle Trois mouches. Je dis, oh, on va mettre ça. Et voilà, et ça a resté. Et donc, c'est pour ça qu'il y a la répétition aussi de ce titre. C'est quand même un titre qui n'a pas comment dire, de passage physique. Et donc c'est quelque chose qui reste un peu dans l'air. Voilà, donc ça, c'est ça l'histoire de Raymond Roussel, et l'histoire de... je voulais dire que dans l'atelier, oui, c'est vrai, c'était quelque chose que même quand j'ai enseigné, je pense que c'est très important. À Lisbonne, je pense que ça continue un peu. On a perdu cet espace. Cet espace, c'était vraiment génial, parce qu'on a eu on a voulu, il y avait vraiment toutes les générations, des jeunes, des vieux, on a eu quand même un peu, c'était un ami qui a eu la possibilité d'avoir 6 meubles prêtés, et on ne voulait pas faire des petites bandes, et on a vraiment ouvert, et c'était vraiment une diversité
pratique et d'intention. Et c'était vachement intéressant. Aujourd'hui, en regardant rétrospectivement, c'était vraiment super, un très beau moment. Ça a duré 10 ans, plus ou moins. Et donc on travaillait tous ensemble, tout seul, mais tous ensemble, on se tapait. Quand on avait des difficultés, il y avait est-ce que tu sais comment est-ce qu'on résout ces trucs? Donc c'était assez intéressant. Voilà. Non, mais je crois que ça se reflète dans ce livre aussi, où comme, enfin, tu l'as dit au début, c'est pas un travail complètement solitaire non plus. Donc ça, pour la première fois aussi, c'est un livre que tu as fait vraiment avec d'autres, avec des gens qui ont travaillé avec toi à écrire, etc. Et où tu as incorporé aussi des textes du passé. Donc ça, merci, il y a certains des miens. Et des textes qui ont été écrits dans des circonstances particulières, etc. Et je trouve ça très, très intéressant aussi de réincorporer une amitié, une histoire à l'intérieur d'un livre. Ces livres-là, moi j'ai des relations toujours un petit peu effrayées avec ces gros livres de rétrospectifs comme ça, où je me dis, oh là là, c'est un peu l'histoire officielle. Mais justement, il y a des stratégies pour empêcher que ce soit l'histoire officielle. Et c'est qu'il faut y intégrer des choses qui disjonctent un peu, des petites histoires, des choses qu'on ne comprend pas forcément toujours très bien, et d'avoir réintégré ces textes qui ont été écrits dans d'autres circonstances, dans d'autres économies aussi, qui ne sont pas celles de cette magnifique monographie qui est aussi le produit des institutions qui ont porté ça, qui ont été faites parfois de manière beaucoup plus indépendante, en dehors de toute économie. Et ça, tout à coup, ça réintroduit, je trouve, une vibration et une vivacité qui permet à ce livre de ne pas devenir une statue et de rester un objet assez vivant. En tout cas, je ne te souhaite pas d'en refaire un autre trop vite comme ça, mais donc profiter de celui-là, c'est probablement le livre qui donne le plus sur l'œuvre de Francisco aujourd'hui. C'est celui qui fait un peu tenir, qui montre un peu comment toutes les choses tiennent ensemble, alors que tous les autres livres étaient les pièces détachées un peu d'un mécanisme. Oui, pas de tout avec ce caractère-là. Et donc j'ai toujours profité pour, quand il y avait des occasions qui arrivaient pour faire une publication, j'ai toujours utilisé ces opportunités pour... Moi j'aime beaucoup les éditions, les livres, etc. Et donc j'ai toujours profité pour faire quelque chose avec le projet. Donc très vite, il s'est transformé dans des objets, presque des œuvres qui appartenaient au projet que j'étais normalement en train de travailler. Et donc ça, c'est la première fois, bien sûr. C'était un travail de 2 ans et demi que j'ai fait avec beaucoup d'aide. Et merci beaucoup pour les institutions et toutes les équipes qui ont permis de faire ça, parce que c'était quand même un travail colossal. Je suis un petit peu organisé, mais pas trop. Et donc j'avais des trucs dans des boîtes. Et donc il a fallu vraiment quand même beaucoup de travail pour organiser tout ça. Merci beaucoup. Et voilà, pour parler un peu du livre, au début j'étais un peu effrayé, de toute façon, oui. Pas avec les expositions, parce que les expositions, elles sont toujours un moment. D'abord, même les projets, les anciens, ici, ce n'est pas le cas. À Sarov, je montre
des projets complets, donc une espèce de... Je vais refaire un projet. Mais j'ai changé des choses, et donc ça m'a donné aussi beaucoup de plaisir à le remontrer. J'ai changé des choses, j'ai vu des choses que je n'avais pas vues à l'époque, et donc c'était quand même... j'étais très content de les refaire. C'est la première fois que je fais des expositions avec des petites exceptions ici, parce qu'il y a des pièces quand même nouvelles, mais c'était la première fois que je pense des expositions avec ce caractère, donc en regardant en arrière. Et c'est la première fois que je fais une publication aussi en regardant en arrière. Et donc, cette publication, elle joint les projets les plus importants, avec l'exception du Debout, qui n'est pas exactement un projet, mais c'est un ensemble de travail du Debout qui est présenté ici sur le nom de Prototype, et qui, la plupart de ce travail, j'étais encore à l'école, et donc c'est vraiment le Debout, et qui est présenté au musée de Seraves, dans une des salles. Donc ici, l'architecture de la villa m'a permis, à moi et à Célia, d'inventer une exposition stratifiée et divisée droite et gauche quasiment, avec un centre dans les halls. Et donc là, c'est ça l'architecture de l'exposition. J'ai pris l'architecture de la villa. Et à Seraves, il y a vraiment clairement quelque chose de plus horizontal, et où il y a cette première partie avec les prototypes, et après ces deux salles, une avec le dernier projet et une autre avec ce projet de 2005, plus ou moins, 2005, 2006, 2007, et qui s'appelle l'Assemblée d'Euclide, et donc l'image au debout, c'était une image de ça. Voilà, et donc le livre, il réunit tous ces projets, ils sont, je ne me souviens pas, 5 ou 6, plus des départements. J'ai aussi des départements. Et donc c'est divisé en 9 chapitres. Et oui, ça réunit la plupart. Il y a beaucoup de choses dehors, heureusement. Donc il n'y a pas le travail de dessin, il n'y a pas le travail d'édition, il n'y a pas le travail de photographie, il y a beaucoup de choses encore qui restent dehors, heureusement. Donc c'est pas exhaustif de tout. Mais il y a les projets les plus importants, si je peux dire, et qui m'ont occupé pendant pas mal de temps. Et voilà, donc je remercie beaucoup les auteurs, tous les auteurs qui sont présents, qui m'ont permis de réutiliser leurs textes et de retravailler tout ça. Et voilà. Et je ne sais pas s'il y a des questions. Après, il y a ça c'est assez... Ce poster, ah oui. Quand j'étais à travailler dans l'expo ici, j'avais fait, pour m'orienter, pour dessiner l'expo, j'ai fait des petits panneaux, des bandes en papier, et j'ai mis les étages, et comme ça. Après, j'ai construit... et ils étaient déjà comme ça. Donc chaque étage, j'avais ça, la salle de droite-gauche, avec le hall. Et j'étais à jouer un peu avec ça, j'ai fait 3 ou 4, j'ai changé les pièces, comme ça. Et après, j'ai eu l'idée et ça serait super pour avoir dans les étages comme un peu la feuille de salle. Et un jour, j'avais ça dans la table que j'avais dans l'atelier, et j'ai vu que ça s'encastrait dans les autres, comme ça. Donc il s'encastre, après vous voyez dans l'expo, ça s'encastrait, et donc ça faisait le fusil de Tintin dans le dos. Et donc on a fait, j'ai proposé de faire ça comme poster. En plus, ça tombait vraiment bien parce que la structure de l'exposition, on commence bien avec les pieds dans la terre, et on monte dans les étages et on va jusqu'à la fin où on est vraiment en train de regarder dans le ciel. Donc il y a une espèce de figure de l'ascension qui passe à fur et à mesure qu'on visite l'exposition, et donc une fusée, c'était parfait.
Donc voilà, donc ça c'est des choses qui arrivent pour finaliser. Avec, tu vois, c'est des hasards. On fait comme ça, on a une table, on a du papier, et après ça s'encastre. Et c'est ça la pratique. La pratique, elle donne origine à des heureuses coïncidences, des petites choses qu'on découvre, comme les 3 mouches. Donc il y a des choses dans l'air, et après il faut les attraper. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Finalement, on voulait passer le livre un peu comme ça. On a resté dans l'entrée, mais bon, c'est pas grave. Et le livre est là. Le livre est là, oui. Vous pouvez le fouetter si vous voulez.